Merci beaucoup. D'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Moi, j'ai jamais vu autant de médecins en même temps. Donc, on peut être malade, là, il n'y a pas de problème, on sera bien pris en charge. Donc, je m'appelle Brigitte Serroussi. Je suis professeure d'informatique médicale à Sorbonne Université, praticien hospitalier à l'hôpital Tenon de l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Mais j'ai eu un temps partiel pendant beaucoup de temps au ministère de la Santé, notamment dans la délégation au numérique en santé, où j'étais responsable de la cellule de l'éthique du numérique en santé. Donc, dans le cadre de cette cellule, en fait, on a beaucoup travaillé sur l'éthique du numérique en santé et en particulier sur l'éthique de l'IA. Alors moi, je vais vous faire un truc un peu plus de professeur, quoi, voilà. Alors, l'IA, c'est bien, c'est super bien même, pour ce qu'on sait déjà faire, en fait. Ça rejoint un petit peu ce raisonnement analogique, là, mais en gros, il faut savoir que c'est bien pour ce qu'on sait faire. Ça va être beaucoup plus rapide, ça c'est sûr. Mais attention, il faut être en situation de pouvoir challenger les résultats de l'IA. Parce que, en fait, on l'a un petit peu dit là, l'IA, c'est pas fiable du tout, en fait. Voilà, moi, j'irai un peu plus loin, d'ailleurs, dans ce que j'ai entendu dire, c'est que, en fait, l'IA, c'est vraiment pas fiable. Donc, il faut se méfier et donc savoir, en fait, presque la réponse à la question qu'on a posée pour pouvoir, finalement, bénéficier de la réponse que l'IA va nous donner. Alors, on connaît tous l'IA pour les bénéfices qu'elle apporte. Donc, le fait de libérer du temps aux soignants, alors je m'excuse, j'avais déjà préparé ça avant le cas clinique. Donc, c'est la notion d'assistant médical qui va écouter une consultation et noter tout ce qui a été échangé entre le patient et son médecin. Et puis, à la fin, il va sortir le compte-rendu structuré. Et puis, le médecin va relire, va annoter, va corriger des choses, va valider à la fin ce qu'il retient. Et donc ça, en gros, les gens qui ont testé en sont en général assez contents. Ça peut être aussi quelque chose de très intéressant, parce que s'il y a un champ où l'IA est vraiment très performante, c'est la lecture d'images, donc la radiologie, la NAPAT, tout ce qui est lecture d'images, les pixels, elle arrive bien à gérer les pixels. Et donc, par exemple, dans le cas du dépistage du cancer du sein, c'est vrai que des mammographies, ça peut aller déceler des lésions qui ne sont pas forcément décelées par les meilleurs radiologues. Et puis, on a aussi le modèle prédictif, que ce que j'entends parfois des formes d'IA. On peut avoir le calcul d'un risque personnalisé de cancer du sein qui permet, à partir d'un certain nombre de paramètres de la femme, de pouvoir estimer son risque de cancer et d'adapter donc, du coup, le dépistage au risque qui a été calculé. Alors, on a effectivement tous ces bénéfices, mais on a aussi des risques. Alors, les risques, c'est essentiellement des biais, mais pas que. Donc, dans les biais, on a le biais hyper classique, que pour la reconnaissance faciale, valait mieux être un homme blanc qu'une femme noire, parce que en gros, la performance décroît vraiment au fur et à mesure. Et puis, il y a aussi le fait d'apprendre. Donc, on a parlé d'apprentissage, là, d'être un algorithme qui est entraîné sur des données des vétérans pour prédire un bascule dans l'insuffisance rénale aiguë. Et en fait, on s'aperçoit que ça marche moins bien pour les femmes. Bien évidemment, si on n'apprend pas sur la population cible de l'outil, on aura un défaut de performance. Il faut que vraiment la population sur laquelle on entraîne son algorithme soit représentative de la population sur laquelle on va l'utiliser. Sinon, ça ne marchera pas. Un autre risque, on va dire, quand même, de l'IA, vous en avez parlé, merci beaucoup. Le rapport a été publié par la cellule éthique du numérique en santé, donc on est très content de ça. Donc c'est l'impact environnemental de l'intelligence artificielle. Beaucoup au moment de la construction de l'algorithme, mais aussi pas mal au moment de l'utilisation de l'algorithme. Ce n'est pas juste une inférence, en tout cas pas avec les LLM, pas forcément. Donc un petit exemple, Microsoft en 2020 a annoncé qu'il serait carbone négatif en 2030, et puis il y a eu effectivement l'arrivée de l'IA générative, et là en fait il a vu que ça n'allait pas aller du tout, parce que ça explose les consommations d'énergie et donc d'électricité, et pour pouvoir éventuellement y accéder à cet objectif qui s'est donné, eh bien, en fait, ils ont quand même racheté une centrale nucléaire qui avait été fermée parce qu'il y avait eu un gros problème, donc la fameuse Three Miles Island. Et puis, il n'y a pas que l'énergie, il y a aussi l'eau, parce que tous ces serveurs qui tournent vraiment beaucoup, eh bien, en gros, ça va nous
Vraiment, on va mourir de soif, quoi. Moi, j'avais un type que j'aimais bien qui faisait un peu un pacte environnemental du numérique en santé, qui disait mais l'électricité, c'est rien. En fait, on va nous enlever tout notre eau, quoi. Donc, effectivement, il faut l'avoir en tête. Alors, la cellule éthique du numérique en santé, de la délégation au numérique en santé, elle s'est approchée de la problématique de la définition, parce que comme on est parti d'une feuille blanche, on ne savait pas trop où aller. Et donc, on a défini, en gros, à partir des lois de la bioéthique et des 4 principes cibles, c'est-à-dire la malfaisance, la non-malfaisance, la bienfaisance, l'autonomie et la justice. On a croisé ça avec, j'ai beaucoup aimé la métaphore, de numérique comme étant un outil. Donc un outil, en fait, ce qu'on attend de lui, c'est qu'il soit facile à utiliser, accessible à tout le monde, au service de son utilisateur, et pas l'inverse, et aussi durable, c'est-à-dire avec ce côté, cette dimension d'éco-responsabilité. Et ça nous a permis de construire le cadre de l'éthique du numérique en santé avec ces 5 pétales, donc les principes de la bioéthique, auxquels on rajoute l'éco-responsabilité. Alors, après, maintenant, l'IA, c'est une forme de numérique en santé, l'IA en santé. Donc, en gros, je ne sais pas si vous avez remarqué, donc il y a quand même eu un vent depuis 2-3 ans sur la Commission européenne qui a fait le texte pour l'IA vertueuse, et puis il y a eu l'OCDE qui a fait l'IA de confiance, et puis il y a eu toutes les instances, qu'elles soient nationales, européennes, internationales, se sont fendues d'un manifeste pour une IA qui va bien, quoi. Mais en gros, c'était extrêmement incantatoire et absolument pas aidant pour des éditeurs de logiciels, en l'occurrence des startups, qui vont pouvoir développer des solutions innovantes. C'est absolument pas aidant pour les accompagner dans ce qu'il faut faire pour que, effectivement, leurs solutions, à la fin, elles permettent de générer un usage éthique de l'IA. Donc nous, en fait, on a publié ce guide d'implémentation, il a été publié au mois de juillet, où on donne les clés aux éditeurs pour qu'ils fassent une IA éthique. Alors, juste les 10 commandements, j'en ai extrait sur les 44, j'en ai extrait 10. La mise en place, dès le début de la création, de l'élaboration de la solution, d'un comité scientifique et éthique qui va être le garant de l'éthique à toutes les étapes du cycle de vie de la solution. La transparence sur l'origine des données d'apprentissage du système d'IA, c'est-à-dire qu'en fait, les données sur lesquelles l'éditeur va entraîner son algorithme, elles viennent d'où, en fait? Est-ce que les patients qui sont à l'origine de la production de ces données, on a bien respecté leurs droits, c'est-à-dire, en gros, soit il y a une base légale connue, puisque c'est un traitement secondaire, soit il n'y a pas de base légale connue, en tout cas, il faut qu'il y ait le consentement, quoi. Et donc ça, en gros, c'est quelque chose de très important parce que, justement, cette histoire de fluidité de la donnée qui va un peu partout, on ne sait plus où ça va, quoi. Donc, transparence sur l'origine des données d'apprentissage, réduire et éliminer les biais, expliquer. En gros, l'IA, il faut qu'elle soit explicable. Enfin, pour qu'il y ait une adhésion de l'utilisateur, tant qu'il est d'accord avec l'IA, c'est bon, puisqu'il est d'accord, ça marche bien. Et s'il n'est pas d'accord, s'il ne peut pas avoir des explications, il va avoir du mal à être d'accord. Sauf le biais d'automatisation sur lequel on va revenir. Le bilan carbone de la fabrication, donc là, il faut qu'il y ait une vraie transparence sur ça. La transparence sur le fait de suivre les propositions d'un système d'IA, donc ça, un professionnel de santé, il doit en fait avoir cette transparence. Donc d'abord, la loi de la bioéthique dit que quand une IA a été utilisée pour définir la prise en charge d'un patient, il faut lui dire. Donc il y a cette transparence vis-à-vis du fait qu'on a utilisé une IA pour définir la prise en charge. Eh bien, en fait, il faut aller plus loin. Il faut dire on a utilisé une IA et on a suivi les propositions de l'IA. Pourquoi ? Ou alors on a utilisé une IA et on n'a pas suivi les propositions de l'IA. Pourquoi ? Et puis, on n'a aussi pas utilisé d'IA, même si on est dans une structure qui a de l'IA, on a décidé de ne pas utiliser l'IA. Il faut surtout aussi que la performance du système d'IA soit identique pour tous les publics couverts par la population cible. C'est-à-dire que quand une performance est annoncée à 95%, il ne faut pas qu'il y ait des gens qui soient vraiment défavorisés. Et puis la transparence sur la performance. Donc ça, c'est quelque chose qui doit être annoncé. Quand on a un système d'IA, il faut dire à quel niveau de performance il est et sur quel public. Alors pour aller plus loin, rapidement, donc on dit toujours, oui, l'homme et l'IA, en fait, c'est vraiment, vraiment supérieur à l'homme tout seul. Et puis en fait, donc finalement, le raccourci est assez court. Finalement, l'IA, c'est mieux que l'homme.
Sauf que l'IA de Google, en fait, qui était en moyenne meilleure que les radiologues, en fait, on s'est aperçu que sur certains clichés, les radiologues humains étaient meilleurs que l'IA, et sur d'autres, bien évidemment, l'IA était meilleure que les radiologues humains. Donc finalement, la solution, c'est peut-être se dire que aussi l'homme plus l'IA, c'est meilleur que l'IA. Et donc la solution vient sans doute d'une collaboration entre l'homme et l'IA. Mais attention, pas n'importe quelle collaboration, parce qu'en gros, on a montré que, bon, au niveau de la naissance, on a un certain nombre de synapses qui sont mises en place. Au fur et à mesure de l'apprentissage, on commence à étoffer un petit peu ces synapses. Et en fait, on a de plus en plus de connexions qui permettent, entre guillemets, l'intelligence, parce que moi, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais en gros, ça va vite de raisonner sur des choses qu'on sait, puisque, effectivement, ça fonctionne bien. Et en fait, on s'aperçoit que quand on introduit l'IA, c'est-à-dire qu'on utilise l'IA, eh bien, quelque chose se casse. La façon de raisonner, la pensée critique, etc. Et on a ce déclin cognitif qui s'appuie sur une raréfication des synapses. Alors, ça, en gros, les physiologistes le disent, mais en gros, il commence à y avoir des publications qui le rapportent. Donc, une publication du MIT qui disait que finalement, l'IA générative, ça avait un impact négatif sur la capacité de conserver un esprit critique. Donc les effets à court terme, c'était donc une pensée moins critique. Il y avait à peu près 79% des utilisateurs qui déclaraient avoir réduit leur effort cognitif dans des activités telles que l'analyse ou la recherche. Et s'il y a, bien sûr, simplifie certaines tâches, elle diminue aussi l'engagement dans une réflexion profonde avec une corrélation significative. Donc ça, après, il y a les effets à moyen et long terme. Mais plus récemment, je ne sais pas si vous avez vu passer cette publication, les endoscopistes, on a fait une étude donc avec un essai multicentrique, etc. Et donc, on a calculé sur un ensemble, une population de 800 endoscopistes avant qu'ils utilisent l'IA, et puis 648, peu importe, après qu'ils aient utilisé l'IA. Et en fait, on a regardé le taux de détection des adénomes au niveau des endoscopies. Eh bien, en fait, il y a eu une perte de la compétence, c'est-à-dire qu'en fait, ils étaient bien plus compétents avant d'avoir utilisé l'IA qu'après de l'avoir utilisé et d'arrêter de l'utiliser. D'accord ? Donc, en gros, ça assuit cette notion de deskilling, la baisse de compétences. Et donc, l'IA, ça permet de faire plus vite ce qu'on sait faire. Encore faut-il savoir faire. Donc, c'est très important de renforcer, en dépit de l'IA, sur laquelle on va peut-être éventuellement s'appuyer, une béquille, il faut renforcer l'acquisition de connaissances, de compétences. Dans les services de radiologie, quand ils accueillent des internes, au début de leur stage, ils débranchent l'IA pour les internes, pour qu'ils puissent apprendre justement ce qu'ils pourront faire avec l'IA plus rapidement après. Il faut se donner les moyens d'être toujours en état de challenger l'IA. Quand, par exemple, on vous dit que voilà, moi, ma solution d'IA, elle est performante à 95%, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que en moyenne, dans 95% des cas, elle aura raison, mais en moyenne, dans 5% des cas, elle aura tort. Et en fait, comme on ne sait pas a priori c'est quoi qui est 5% et c'est quoi qui est 95%, eh bien, il faut se donner les moyens de garder son expertise clinique pour pouvoir challenger l'IA et avoir une autonomie décisionnelle. Là, ce petit dessin, c'est pas n'importe quoi, hein, c'est pas fait pour rigoler. C'est en fait une voiture autonome qui ne peut pas sortir de la ligne blanche continue. Elle ne peut pas en sortir, d'accord ? Alors, conclusion, donc il faut utiliser l'IA quand c'est nécessaire, hein, mais pas comme un substitut systématique de sa pensée propre. Il faut se donner les moyens, effectivement, de conserver cette manière de penser, de raisonner, de réfléchir, d'articuler des logiques, garder sa créativité, etc., pour avoir un esprit vif et actif. Donc, pratiquer la réflexion, faire l'effort de se maintenir en état de raisonner. Alors, moi, j'ai fait des TP avec des étudiantes sages-femmes. Et donc, je leur ai fait utiliser un système d'IA, et puis, en fait, sur un cas clinique, et puis le cas clinique. Et je leur ai dit, alors, est-ce que vous seriez prête à utiliser ce système d'IA dans vos pratiques ? Et elles m'ont toutes dit non, parce que ça rend paresseux. Donc, je trouvais que c'était très clairvoyant. Et puis, on a l'exemple des GPS. Plus personne ne sait utiliser une carte. Voilà. Merci beaucoup.